Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Interview. Aujourd'hui, nous discutons avec Jeremy Jauncey, PDG et fondateur de Beautiful Destinations. Jeremy, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Quand avez-vous débuté et réalisé que vous pourriez faire du voyage votre métier? Racontez-nous. Ok, ça fait 10 ans que j'ai créé l'entreprise, mais cela n'a pas vraiment débuté sous cette forme, pour être honnête. J'ai démarré avec un compte Instagram, très peu de temps après le lancement de la plateforme. C'était avant qu'il y ait des vidéos verticales et de l'analyse commerciale, avant que cela ne devienne ce que nous connaissons tous aujourd'hui. J'ai commencé à entrer en contact avec des personnes qui créaient du contenu. Il s'agissait de photographie à l'époque, et qui se trouvaient dans le monde entier. Je voulais essayer de montrer leur point de vue sur ce qui se passait dans leur vie quotidienne sans créer une entreprise. Ce n'est qu'environ 3 ans plus tard que l'on a commencé à monétiser cela et à construire l'entreprise. Quand vous êtes-vous dit que ce projet qui vous passionnait pouvait être monétisé? Nous avons eu beaucoup de chance car cette région a été d'un grand soutien pour Beautiful Destinations dès le tout début de notre activité. Nous avons été contactés par le gouvernement de Dubaï. Il voulait être le premier office du tourisme au monde à lancer une campagne de marketing autour d'un hashtag, à savoir le hashtag MyDubaï, que tout le monde connaît aujourd'hui. On nous a demandé d'aider à la mise en place d'une grande campagne au Burj Al Arab. Donc notre tout premier client, ça a été Dubai Tourism et le Burj Al Arab. À l'époque, nous n'avions pas encore constitué l'entreprise. Je postais simplement sur Instagram et travaillais avec des gens sur la plateforme. Dès que nous avons eu ce début d'activité, nous avons créé l'entreprise. Quel a été le plus grand défi et peut-être le plus important à apprendre au cours de ce processus? Nous avons 10 ans maintenant et je dirais que pendant les 5 premières années, les professionnels du voyage n'étaient pas intéressés. Je rencontrais ou j'essayais de rencontrer des dirigeants du secteur qui n'accordaient pas une grande valeur aux réseaux sociaux, qui ne pensaient pas qu'ils leur permettraient de générer de l'activité. Au premier stade des réseaux sociaux, ils pensaient certainement que c'était quelque chose que les adolescents utiliseraient, qu'ils ne feraient que s'amuser et passer du temps à cela sans qu'il y ait une composante commerciale. Il nous a donc fallu un peu de temps pour frapper aux portes et rencontrer des gens. Ce n'est véritablement que ces 2 dernières années, avec la pandémie, que l'activité a vraiment explosé pour nous, car de plus en plus de destinations, d'hôtels et de professionnels du voyage ont réalisé l'importance du contenu, et pas seulement des réseaux sociaux, mais aussi l'importance d'investir dans ces plateformes. Et c'est comme cela que nous nous sommes développés. Comment les réseaux sociaux ont-ils transformé le secteur du voyage? Oui, c'est quelque chose de phénoménal, d'énorme. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que de grands organismes de voyage notent que jusqu'à 90% des gens réservent un voyage d'abord en fonction du contenu qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc pour beaucoup d'entre nous, la première fois que l'on pense à une destination ou qu'elle nous inspire, c'est quand on fait défiler des vidéos Instagram, que l'on est sur TikTok ou que l'on voit quelqu'un qui a créé un contenu qui nous inspire. Pour aller un peu plus loin, ce que disent les leaders comme Google, c'est que jusqu'à 40% des voyageurs les plus jeunes n'utilisent même plus Google Search ou Google Maps. Ils vont sur TikTok et Instagram Reels et tapent les hashtags de l'endroit où ils sont, du restaurant où ils veulent aller, pour voir ce contenu vidéo. Selon moi, c'est une évolution majeure qui commence à se produire au sein de ces plateformes dans la manière dont les gens abordent le voyage. Et c'est au cœur de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans ce domaine. Je crois que d'après les statistiques, les gens se connectent 400 fois avant de réserver. Exactement. Où consomment-ils ces contenus? En majorité, ils regardent des vidéos verticales sur Instagram et TikTok. C'est vraiment là où la majorité des gens passent leur temps. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Pour accéder à des offres de voyage ces 20 dernières années, on allait dans un petit formulaire de réservation. On tapait la destination qui nous intéressait, puis on vous présentait des centaines, voire des milliers de liens sans aucun contenu visuel. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si vous voulez savoir ce que c'est de prendre un petit déjeuner dans un restaurant à Paris, vous pouvez taper cela dans un outil de recherche sur un réseau social et voir des vidéos de cette expérience. C'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus propice à l'achat que de voir un lien sur une page web. Le secteur du voyage a été relativement lent à rattraper cette tendance. Mais je pense que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous allons assister à un véritable boom. On vous a qualifié d'acteur du changement en matière d'environnement. Quelle est l'importance de la durabilité? C'est un concept que l'on affiche partout, mais comment peut-on réellement la promouvoir à notre époque? Concernant le voyage, il y a beaucoup de choses que le secteur doit changer.
Et j'ai essayé de dire haut et fort que nous ne pouvons pas revenir au type de voyage que nous faisions avant la pandémie. En 2019, je crois que c'était la 10e année de croissance consécutive dans notre secteur. 1 emploi sur 10 se trouvait dans le voyage et le tourisme. 1 emploi sur 5 était créé dans cette industrie. Donc elle était en plein boom, tout comme le surtourisme. Malheureusement, tout le monde allait dans les mêmes endroits comme Barcelone, l'Islande, Milan et Rome, où les citoyens s'opposaient à cela en disant qu'il y avait trop de tourisme, que l'expérience des voyageurs n'était pas bonne et que cela nuisait à leur cadre de vie. Ça ne peut pas être le point de départ pour envisager l'avenir du voyage. Donc nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de parler des destinations moins connues, d'inciter les gens à aller dans des endroits où ils ne sont peut-être jamais allés. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de le faire. Votre travail consiste à voyager. Dans quelle mesure avez-vous à cœur, dans votre vie et vos voyages, de réduire votre empreinte carbone? Appliquez-vous ce que vous prônez? Oui, vraiment. Ce qui m'a particulièrement fait prendre conscience de cela, ça a été quand on m'a demandé d'être ambassadeur du WWF. Et la première chose qu'ils m'ont apprise, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut mesurer son impact. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas prendre de mesures pour le réduire. Ils ont un incroyable calculateur d'empreinte carbone sur leur site britannique. À mon avis, c'est l'un des meilleurs outils au monde pour comprendre quelle est votre empreinte carbone. Il repose sur une série de décisions que vous prenez dans votre vie, l'énergie que vous consommez à la maison, où vous achetez vos biens et services, à quelle fréquence vous voyagez, comment vous voyagez. Vous entrez vos informations dans ce calculateur et il vous dit en gros quels aspects de votre vie ont l'impact le plus négatif. Ainsi, pour quelqu'un comme moi qui voyageait beaucoup, il m'a été très facile de voir les répercussions si je changeais ma façon de voyager. Cela peut consister à changer de catégorie d'avion, à faire des voyages courts, à utiliser le train plutôt que l'avion. Vous avez peut-être vu récemment que la France a décidé d'interdire tous les vols intérieurs si un train fait le même trajet, de manière à réduire l'empreinte du transport aérien. Et c'est quelque chose dont j'aime être conscient. Et j'utilise mes plateformes pour sensibiliser les gens sur ce sujet. Un autre thème vous tient à cœur, vous vous êtes exprimé sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale. Oui. On vit dans une société où beaucoup de gens pensent qu'ils doivent valider leur vie à travers ce qu'ils publient. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui peuvent se sentir mal par rapport à cela? Oui, je pense que c'est un sujet qui me concerne particulièrement. La santé mentale est un sujet dont on ne parle pas assez, je trouve. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un sportif professionnel et j'ai joué au rugby pour l'Écosse pendant mes études. Je suis allé en Nouvelle-Zélande et j'ai eu une blessure qui a mis fin à ma carrière. J'ai été blessé à un tel point que je ne pourrais plus jamais jouer au rugby de ma vie. L'année ou les 2 années qui ont suivi, je peux le dire maintenant avec le recul, ont été les plus difficiles de ma vie et je n'en ai pas parlé. Je n'avais personne autour de moi à qui en parler et il est clair que je n'avais pas un environnement où je sentais qu'il y avait des gens avec qui je pouvais communiquer. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, il est très facile de se connecter avec tout un chacun et les gens n'ont pas vraiment de filtre dans ce qu'ils disent. Dans de nombreux cas, une personne peut dire absolument tout ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux parce qu'elle est plus ou moins anonyme. Je crois qu'il existe des endroits dans le monde où l'on limite le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux. Ils ont des outils qui permettent de suivre de très près le type de contenu que vos enfants ou vos proches regardent et ils sont tout simplement plus conscients de tout cela. Toute personne qui rencontre des difficultés à cause de ce qu'elle vit en ligne doit en parler et j'espère que les personnes qui sont particulièrement suivies pourront le leur dire et leur tendre la main. Alors les choses changeront vraiment. Quel est l'avenir de Beautiful Destinations selon vous? Est-ce que vous rêvez de collaborer avec des sociétés comme Netflix ou Amazon? Que doit-on attendre de vous? Le côté divertissement n'est probablement pas celui sur lequel nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer davantage sur le volet réservation. Nous avons donc fait appel à des investisseurs qui nous aident à mettre en place une expérience de réservation. Nous sommes en train de constituer une équipe à Berlin qui est en train d'élaborer un produit qui sera lancé au début de l'année prochaine. L'idée, c'est qu'une grande partie de ce qui pourrait nous inciter à voyager ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ne pas y être et effectuer une réservation, c'est loin d'être évident pour les gens, car la majorité d'entre eux ne savent pas où ils veulent voyager. Ils ont besoin de cette inspiration, donc nous créons un produit qui répondra à ces besoins et qui, nous l'espérons, sera capable de tirer parti de l'influence que nous avons pour aider les gens à découvrir des destinations et des hôtels, puis à les faire réserver en passant par les réseaux sociaux. Bonne chance pour tout cela. Jeremy Jauncey, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Interview.